Alors, du fait de mon sujet, je vais déborder sur l'après-midi, puisque le sujet c'est Marcel Sturmel, et donc on va forcément aller jusqu'à l'après-guerre. Alors, je vais brièvement faire très brièvement faire sa biographie pour parler des sujets de fond, des sujets qui fâchent. Donc Marcel Sturmel, c'est la même génération. Pourquoi parler de lui? Parce que c'est la même génération que Joseph Rosset, il a 8 ans de moins que lui, et il est dans le même parti, il partage les mêmes idées, il va être élu député aux mêmes élections que Rosset. Donc Rosset c'est Colmar, Sturmel c'est Altkirch. Et ils vont subir pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les mêmes causes produiront les mêmes effets dans ces biographies-là, sauf que pour Marcel Sturmel, ça sera moins tragique à la fin que chez Joseph Rosset. Donc Marcel Sturmel est né en 1900. Il est donc jeune recrue dans la Première Guerre mondiale. Il est encore tout à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est mobilisé comme soldat allemand. Je crois qu'il passe 1 ou 2 mois au front. Ensuite, il est démobilisé. Il est capté par l'armée française. L'armée française faisait ça avec les tout jeunes. Il les reprenait pour 2 ans dans l'armée française pour les remettre sur le bon chemin, pour ainsi dire. Il sort de l'armée française en tant que sous-officier et il rentre d'abord dans les postes. Et ensuite, il devient cheminot. Et il est, comme Rosset, syndicaliste chrétien. Donc déjà, là, il se fait remarquer. Donc il est cheminot. En 1926, il signe le manifeste du Heimatbund. Et évidemment, il se fait virer, comme tous les signataires du Heimatbund. En tant que fonctionnaire, il est viré. Alors les 2 personnalités qui sont capitales dans la vie et dans la pensée politique de Sturmel, c'est l'abbé Hegyi d'une part et Ricklin, l'ancien président du Landtag d'autre part. Donc on est vraiment dans la mouvance catholique alsacienne. Et du fait qu'il perd son emploi, il a déjà écrit des articles auparavant, et là il devient un véritable journaliste, puisqu'il rentre dans ce consortium de journaux d'imprimerie qui est tenu par l'abbé Hegyi. Et il va entre autres, principalement participer à la revue du Heimat, qui a été fondée en 1921 par l'abbé Hegyi. Alors je vais juste emmener un exemplaire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous trouvez ce genre de choses dans le grenier de votre grand-mère, d'abord vous félicitez votre grand-mère parce qu'elle a de très bonne lecture, et ensuite vous gardez ça précieusement. Voilà, c'est dans ce journal-là donc ce mensuel, que va écrire Marcel Sturmel. Parfois sous son nom, parfois sous un nom d'emprunt. Il va s'appeler Alsaticus. Donc quand vous trouvez Alsaticus dans die Heimat, c'est Sturmel qui écrit. Sturmel est également inculpé dans le procès des autonomistes, le fameux Komplott-Prozess de Colmar. Alors il va passer... c'est extraordinaire, il y a rien contre lui. Et le procès a lieu fin mai. Il est mis en prison à Mulhouse en février, parce que j'ai retranscrit son journal. Il a fait un petit journal de cette période-là. Il se retrouve en prison à Mulhouse. Il n'y a pas de chauffage dans la cellule, en février, en Alsace. Et il se retrouve donc plusieurs mois en prison. Le procès se passe et il est acquitté. C'est-à-dire qu'ils n'ont strictement rien contre lui. Et dans la foulée, il va être élu. Donc fin 1928, député. Il sera réélu en 1932, réélu en 1936. Et il faut remarquer que Marcel Sturmel est réélu à chaque fois au premier tour. Donc c'est une personnalité dans son coin, c'est une personnalité de poids. Alors il est catholique, profondément pacifiste. Moi, à quel titre je vous en parle? En fait, c'est parce que je travaille actuellement sur le livre qu'il a écrit par la suite. Je travaille déjà à le retranscrire et à le traduire. Une chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert un des panneaux une des affiches électorales de Marcel Sturmel, c'est qu'il a écrit en bas, en grand, Kein Kandidat der Rüstungsindustrie. Et ça, ceci n'est pas un candidat de l'industrie de l'armement. Et ça, c'est un point capital. Il est catholique, chrétien et absolument pacifiste.
Il militera toujours contre la guerre. Donc en 1939, la justice française viole son immunité parlementaire et le fait arrêter, puisque il y a la déclaration de guerre et on considère que les autonomistes sont dangereux, qu'ils travaillent avec les Allemands, etc. Donc il est mis en prison. Et là, il va donc partager, une fois de plus, totalement le sort de Rosset. Il fait partie des Danziger. Il est avec ce groupe qui a toute son épopée au moment de l'invasion allemande à travers la France. Il est remis aux autorités allemandes avec les autres. Tout ça fonctionne de façon absolument parallèle. Il va se retrouver avec un tas de... En fait, il va... Après les 3 épis, il rentre chez lui. Il va être en fait adjoint à la mairie de Mulhouse, avec un tas d'attributions, mais c'est un rôle cadre, mais cadre subalterne. Et à l'issue de la guerre, il va être condamné. Alors il va avoir, je n'ai pas la liste ici, enfin vous le trouverez de toute façon dans les actes, il va avoir plusieurs années de prison, confiscation de ses biens, interdiction de séjour, etc. Et contrairement à Joseph Rosset, il ne va pas mourir en prison, il va être libéré, il va être même amnistié. En fait, la justice va découvrir que finalement elle a strictement rien contre lui. Alors il y a un certain nombre d'années où il est encore interdit de séjour, il travaille en Suisse, mais il ne peut pas venir voir sa famille, et puis finalement tout va sauter, il va pouvoir prendre sa retraite, et dans les années 60, il va faire énormément de recherches dans les archives allemandes, dans les archives françaises, il va écrire même les archives aux États-Unis, puisque les États-Unis ont pris une énorme quantité d'archives en Allemagne qu'ils ont transférées aux États-Unis. Donc il va faire des recherches, non pas là-bas, il va pas aller là-bas, mais il va leur écrire. Et on a encore je suis tombé sur des documents qui montrent que les archives aux États-Unis lui ont répondu et lui ont envoyé des documents. Donc maintenant pour aller en fait au cœur du problème, parce que c'est bien ça le sujet. C'est le travail avec le national-socialisme. Parce que les opposants, encore aujourd'hui, de ce mouvement et de ce qu'ont été ces hommes, ont pour principal argument le fait de dire que les autonomistes avaient un double langage, et dans le fond, c'était des méchants nazis, qui voulaient séparer l'Alsace de la France pour le rattacher à l'Allemagne. Alors, personnellement, je vais jouer franc jeu. Moi, je suis un militant indépendantiste alsacien, et donc j'aurais tout intérêt à pouvoir vous dire, oui, Marcel Sturmel joue un double jeu. Par devant, il était régionaliste, mais par derrière, il voulait séparer l'Alsace, etc. C'est absolument faux, puisque on juge un homme, et notamment un homme politique, parce qu'il a écrit, par ses écrits, et par ses actions d'homme politique. Or, jusqu'à la guerre, c'est la Heimat qui témoigne, ça c'est son écrit. Il est absolument contre le national-socialisme. Pour lui, le national-socialisme est incompatible avec sa foi chrétienne. Et là, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Nous avons en plus la chance d'avoir le témoignage de sa fille, Madame Bilger, que je salue, qui est présente ici, et qui nous dit clairement que Sturmel se définissait de la façon suivante. Il disait: je suis d'abord catholique, ensuite je suis alsacien, et ensuite je suis français. C'est-à-dire qu'en fait, on peut quasiment dire que Sturmel, et je pense sincèrement Rosset aussi, ces gens-là étaient des patriotes français. Tout à fait pour le fait que l'Alsace soit française, ça leur posait pas du tout problème. Mais évidemment, ils étaient attachés à ce particularisme alsacien, à la langue et aussi, surtout, il faut le dire, à la religion, catholique. Donc, il faut essayer de se transposer dans la position de ces hommes. Ces hommes sont des gens connus en Alsace, reconnus, ce sont des véritables personnalités, ils sont élus, et au moment où les nazis s'installent en Alsace, donc en juin 1940, ces hommes-là viennent de passer 10 mois dans les prisons françaises
coupés des informations, coupés de ce qui s'est passé pendant tous ces mois-là, et ils sont livrés, alors même qu'ils sont des élus, de la République, et ben cette République les livre à l'ennemi. Et les nazis vont les récupérer. Il y aura cette fameuse séance de plusieurs jours aux Trois Épis, où Robert Ernst va aller travailler pour leur faire signer un papier, parce que le but c'est que ces gens, parce que les nazis, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent changer radicalement le visage politique de l'Alsace. Et évidemment, ils ont besoin de toutes les aides possibles et imaginables. Et les Danziger, donc eux qui se sont retrouvés en prison chez les Français, ils sont en première ligne. Et donc ils veulent absolument les utiliser. Et c'est ce qu'ils vont faire au départ. Et c'est ce que reprochent les opposants, principalement, et ça c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui encore au mémorial d'Alsace-Moselle, que je suis allé visiter, puisqu'après 10 mois de fermeture, il a été réouvert. C'est toujours le même topo. Les gens, les catholiques de la Volkspartei se retrouvent, vous savez, vous avez un moment, il y a un couloir, un mur noir, un mur blanc. Le mur noir, c'est les méchants collabos. Le mur blanc, c'est les gentils résistants. Et sur le mur noir, il y a les catholiques de la Volkspartei, Rosset dessus, etc. Ce sont des méchants. Et quels sont les éléments qu'ils nous donnent? Ce fameux soi-disant manifeste, qui n'est pas un manifeste, c'est un papier que Ernst a rédigé pour dire que les autonomistes alsaciens remercient le Führer d'avoir récupéré l'Alsace dans le Reich. Et la participation à diverses manifestations qui ont eu lieu toutes en 1940. Et ça, c'est important de le souligner, parce que ces éléments-là, où apparemment les socialistes, les autonomistes auraient participé à ce théâtre national-socialiste, tout se situe en 1940. Après, il n'y a plus rien. En juillet 40. Après, c'est terminé. Et donc, il faut bien... parce que pour nous, c'est facile et même après 46, c'est facile de considérer cette période-là. Il faut bien se mettre en tête que pour les Alsaciens de cette époque-là, qui vivent la chose au quotidien, ils ont derrière eux un changement de nationalité en 1871 qui a duré après pendant 48 ans. Ensuite, il y a eu un changement de nationalité fin 1918 qui a duré 20 ans. Et là, maintenant, il y a de nouveau un changement de nationalité avec une disparition complète de la France. La France n'est plus visible, ils sont complètement coupés de la France. La France qui apparemment ne réagit pas, qui a subi une défaite absolument catastrophique. Moi, j'ai toujours le souvenir de ma mère qui me racontait ce qu'elle a vu, la débandade des soldats français, c'était un choc. Les Allemands apparemment surpuissants, et ils se retrouvaient dans cette situation-là, ils disent bon ben voilà, Mauschwitz, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, c'est bien joli de dire résistance, etc., mais concrètement, ils tiennent tout. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la littérature dissidente allemande de l'époque. Quelqu'un comme Stefan Zweig, il se suicide en 42 au Brésil parce qu'il désespère. Il désespère. Karl Zuckmayer, pareil, jusqu'en 43, ces gens-là désespèrent parce que l'Allemagne va de victoire en victoire. Et c'est seulement à partir de 43, avec la bataille de Stalingrad, que l'espoir change de camp. Mais pour dire, dans cette situation-là, il fallait avoir du courage, quoi, en tant qu'élu catholique, d'aller vers les autorités allemandes et de limiter la casse. En fait, c'est ça ce qu'ils ont fait. Alors, il y a effectivement des éléments qui, au vu d'aujourd'hui, sont choquants. Par exemple, Marcel Stürmel va déposer une demande pour entrer dans la Allgemeine SS, qui sera rejetée. Mais il est évident que la Allgemeine SS, c'est des organismes qui tentent de noyauter ces organismes-là. Parce que il faut bien voir que le système national-socialiste, c'est le principe du Führer, et il se retrouve, tous ces gens, avec un mini-Führer en Alsace, Moselle et Pays-de-Bade, d'ailleurs, le Gauleiter Wagner, qui est tout puissant sur le... Savoir que
les nazis ont été les précédents à faire une fusion. Ils ont aussi fait une grande région, les nazis. C'était le Gau Oberrhein, donc il y avait le Baden et Elsace. Et donc, ils sont seuls face à lui. Se retrouver dans une organisation comme la SS, qu'on peut à cette époque-là absolument pas juger comme on peut la juger aujourd'hui, c'était échapper à cette hiérarchie-là. Mais bon, ça ne marche pas, il est pas accepté. Et surtout, il va à aucun moment, et ça c'est quand même capital, à aucun moment il ne va s'enrichir, à aucun moment il ne va surenchérir, il va effectivement participer, comme les autres, comme Kepi, comme Rosset, à ces quelques manifestations publiques en faveur du national-socialisme qui ont lieu en juillet 40, mais immédiatement après, le Gauleiter va les interdire de parole, parce qu'il sait très bien à quoi s'en tenir. Et ensuite, après la guerre, lors du procès, ou après le procès, va sortir un écrit que je vous recommande. Bon, ça, je l'ai retranscrit et je l'ai mis sur mon blog. Ça s'appelle La vérité sur l'affaire Sturmel, le point de vue d'un juriste alsacien. Donc, je vous recommande vraiment de lire ce document. Il est étonnant. Parce que bon, on remarque tout de suite que c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'écrit, qui maîtrise tout le problème juridique et qui connaît parfaitement le sujet. C'est sans doute un de ses avocats. Qu'un tel écrit soit publié en 1948 de façon anonyme de la part d'un juriste alsacien, ça en dit long sur l'ambiance qui pouvait régner à ce moment-là. Et dans ce document, il reprend absolument tous les points de l'accusation, notamment l'accusation qui revient sur Die Heimat, en traitant Die Heimat de journal séparatiste. Alors même que, dans ce document, il explique l'accusation ne présente pas la collection des journaux Die Heimat. Il y a juste 10 lignes qui disent ouais, c'est un journal séparatiste. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de citation. L'accusation ne donne pas des citations en disant voilà, dans telle phrase, il dit que, il y a rien du tout. En plus, tout ce qui concerne la période avant 1939 est de toute manière couvert d'une part par l'acquittement de 1928 au procès autonomiste, l'acquittement de Marcel Sturmel. Ensuite, il a son immunité parlementaire. Et ensuite, il y a évidemment les circonstances tout à fait particulières de l'annexion, où le danger est permanent, mais où Sturmel va publiquement prendre position toujours contre l'incorporation de force, contre les prises d'otages, contre les déportations, etc., etc. Il aura une attitude irréprochable. Donc, en réalité, ces hommes-là, Sturmel comme Rosset, on n'a pas de prise sur eux. On n'a pas de prise sur eux au niveau comment dire, d'un point de vue démocratique. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui ont profité, qui se sont enrichis, qui ont défendu une idéologie pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qui marche, la seule chose qui marche, c'est la calomnie. C'est ce qui va fonctionner dans ces années d'après-guerre. Et la seule explication plausible à leur élimination politique, c'est justement leur attitude politique et leur succès. Parce que ces hommes-là ont eu un énorme succès politique avant la guerre. Pendant la guerre, ils sont restés, ils ont été présents, ils ont défendu un nombre incalculable d'Alsaciens, parce que les Alsaciens, quand ils avaient un problème, quand le fils était emprisonné, ou quand il y en avait un qui avait essayé de déserter, ou quoi, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils allaient chez Rosset, ils allaient chez Sturmel, ils envoyaient des lettres, etc. Et eux, à chaque fois, ils intervenaient autant qu'ils pouvaient. Il y a également, je vais brièvement aussi parler du cercle de Colmar, puisqu'évidemment il y a eu ce cercle de Colmar initié par Rosset et auquel Sturmel a évidemment participé. Ces gens-là, et c'est par les écrits de Sturmel qu'on le saura par la suite, que ce mouvement était en contact avec la résistance allemande, puisque eux, étant parfaitement germanophones, n'étant pas des nationalistes français, ils avaient des contacts, notamment avec les milieux cléricaux en Allemagne, et ils ont profité de ces contacts pour discuter, pour dialoguer avec la résistance allemande, et notamment les conjurés du 20 juillet.
1944, ceux qui vont faire l'attentat raté contre Hitler. Il y a toute une procédure, ils préparent donc le moment où Hitler sera assassiné et qu'est-ce qui se passera avec l'Alsace. Ce sont eux qui disent, alors même qu'ils risquent leur vie dans ces contacts-là, ils risquent leur vie, ce sont eux qui disent aux conjurés allemands, parce que les conjurés allemands, un temps, ils pensent on va faire la paix tout de suite et on va exiger les frontières de 1914. Et ce sont les Alsaciens, ce sont nos autonomistes qui leur disent rêvez pas les gars, vous oubliez ça. L'Alsace va retourner de toute façon à la France. Mais on comprend leur calcul. L'idée c'est que si ça s'était passé comme ça, l'Alsace aurait conquis sa liberté elle-même. Elle n'aurait pas été libérée, c'est elle-même qui se serait libérée. Et à ce moment-là, les autonomistes auraient pu négocier avec Paris. Et là, ils auraient eu des éléments. C'était certainement ça leur point de vue. Mais ça, c'est pas passé comme ça. C'est venu autrement. Je vais vous donner un dernier point qui pour moi est important et que j'ai en fait découvert tout récemment. Quant à la lecture de l'abbé Hégy, qui, comme dit, est une grande influence pour Marcel Sturmel, quand on lit la Heimat, les éditoriaux, etc., on entend souvent parler de laïcisme, le laïcisme, die Gottlosen, etc. Et évidemment de maçonnerie. Et donc on a l'impression que ces des gars, ils font un peu une fixation sur la franc-maçonnerie, alors même que par exemple un allié, un de nos héros, Dalet, c'est un franc-maçon. Mais à ce sujet, c'est une découverte, peut-être que vous connaissez déjà, j'ai découvert un entretien de monsieur Vincent Payon, qui est ancien ministre de l'Éducation nationale et qui est un grand spécialiste de la franc-maçonnerie, je crois qu'il est lui-même. Et c'est un entretien qu'il accorde au mensuel Le Monde des religions. On fait partie du groupe Le Monde. L'entretien porte le titre vers une république spirituelle, vers une république spirituelle. Et donc il explique le fruit de ses recherches par rapport à la création de la République. Et donc il explique que donc la Révolution française a échoué en 1789, la Révolution de 1848 a échoué également, et il explique qu'un certain nombre de républicains, parmi eux un grand nombre de francs-maçons, qui après, sous Napoléon III, vivent en exil, ont une réflexion où ils disent, en fait, on a échoué parce qu'on a fait une république matérielle, et nous devons faire une république spirituelle. Il faut, pour la république, pour exister, cette république doit être spirituelle. Et Payon dit lui-même, il faut donc, pour ces gens-là, il faut donc créer une religion républicaine. Et Payon dit texto, et cette religion, ils vont l'appeler, c'est un énorme paradoxe, incroyable pour moi qui découvre ça, cette religion, ils vont l'appeler la laïcité. Et donc c'est là-dessus que va se construire la Troisième République, avec une influence très grande de certaines loges maçonniques. Et l'abbé Hégy sait ça parfaitement, et en 1918, lorsque l'Alsace redevient française, Hégy sait parfaitement que là, il y a deux blocs irréconciliables qui rentrent en collision, à savoir le catholicisme, le christianisme alsacien, et le laïcisme républicain en France. Et souvent, c'est un reproche qui va se poursuivre envers l'abbé Hégy. On va dire, oui, il n'aime pas la France, il n'aime pas la France, il n'aime pas la France. En fait, c'est pas vrai. Hégy n'a aucun problème ni avec la France ni avec les Français. Son problème, c'est la laïcité, parce qu'il voit dans cette laïcité un danger mortel pour son Église, pour sa foi, pour sa religion. Et Marcel Sturmel va être complètement dans cette mouvance-là. Et on comprend, il faudrait quand même être naïf pour pas voir que jusqu'à aujourd'hui, certaines loges maçonniques ont une grande influence sur la politique de la France. Et évidemment, ces loges n'ont aucun intérêt, aucune envie que ces gens qui sont des catholiques et qui ont un succès électoral énorme redeviennent des élus, parce que c'est évident. Ils avaient du succès avant la guerre. Pendant la guerre, ils sont restés, ils ont défendu les Alsaciens. C'est clair que si Rosset, Sturmel et compagnie se présentent aux élections après 45, c'est certain qu'ils sont élus. C'est clair. Or ça, du point de vue parisien, c'était pas désiré. Voilà. Pour moi, c'est bon. Je sais pas si...